En principe, j'ai partagé l'écran. Vous avez ça? Non. Non. Je n'arrive pas à partager. C'est quoi ce truc-là? Oh, c'est fatigant, ça. Qu'est-ce qui se passe? Qui peut partager? Seulement l'autre, tous les participants. Et la dernière fois, quand on a fait ça et qu'après, on est parti dans partage, on a pu. Alors, écran partagé. Et vous n'avez pas mon écran? Non, non. Non, pas l'écran partagé. Pourquoi aujourd'hui, c'est compliqué? Celui qui a la main tout à l'heure. Donc, c'est lui qui peut me nommer autre que je puisse peut-être régler le problème. À partir de l'onglet, là, on peut partager. Si là, Oui, oui. Pourquoi je n'arrive pas? Hier, j'ai fait ça quand même. On a fait, il me met un petit message qui peut partager. Et la dernière fois, quand on a fait ça, après, on a supprimé le. Professeur, vous cliquez directement sur le bouton vert. Ne cliquez pas sur la flèche là. La flèche, c'est l'option de partage. Ok, c'est vrai, d'accord, c'est bon. C'est bon. Ok. D'accord. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. C'est mieux maintenant? C'est bon? C'est pas encore ça. Voilà, ça vient. C'est bon. c'est bon. C'est bon, professeur. D'accord. Désolé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, donc, on va reprendre notre progression. Désolé, quelquefois, comme ça, il y a comme on va dire, ces aléas du direct. On a quelques petites difficultés techniques. Alors, pour récapituler, hier, nous avons ensemble entamé le cours de planification des projets de développement. Planification des projets de développement. Bon, très rapidement, on a bien vu que la planification consistait à élaborer une stratégie d'intervention dans l'objectif de régler un problème qu'on considère comme étant central et qui surtout a des répercussions sur des personnes, en tout cas sur une société. Et
l'objectif de l'utilité de la planification réside dans le fait qu'elle permet de mettre en relation logique les problèmes qu'on veut résoudre avec les résultats que l'on entreprend. Et pour ce faire, on a plusieurs méthodes possibles que j'ai regroupées en deux grandes catégories, très prisées par les bailleurs de fonds. Ce sont les planifications par objectif et puis la planification qui est inscrite dans la procédure de gestion axée sur les résultats. La méthode de la gare. Alors, donc, ensuite, on a commencé à nous approprier la planification par objectif. Et dans ce groupe de planification, je vous ai expliqué que c'était surtout le cadre logique qui était utilisé parce que, eh bien, il avait les faveurs de l'Union européenne, il avait les faveurs des bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale, etc., etc. Et que le plus souvent, les modèles de PCP qu'on vous propose provenant de ces structures-là vous invitent à décrire votre projet sous le format du cadre logique. Vous voyez? Alors, pour mettre en place le cadre logique, il y a tout un processus de planification dans le cadre du cadre logique et ça passe d'abord par l'analyse des problèmes et des solutions. Et après quoi, eh bien, on va tout transcrire dans le cadre, les résultats, dans une espèce de matrice qui est en réalité un tableau qui comprend 4 lignes et 4 colonnes. Et on avait vu que dans ce tableau, il y avait deux logiques d'intervention, une verticale et une autre horizontale. Et on a vu que, eh bien, dans le cas de la logique d'intervention, le projet, lui, doit permettre de réaliser, la logique d'intervention montre ce que le projet doit réaliser depuis l'objectif général jusqu'aux activités. Il y a toute une logique, objectif général aux activités. Alors, vous avez, dans ce cas de, excusez-moi une seconde. Excusez-moi une seconde. Ok, merci. Donc, comme je vous expliquais, vous avez dans la matrice du cadre logique deux logiques d'intervention. Vous avez la logique verticale qui permet de décliner le projet à ses différents niveaux d'objectifs, depuis l'objectif général jusqu'aux activités à mener. Et puis, vous avez le niveau horizontal qui, lui, va dérouler le cadre de suivi et évaluation, où vous avez les indicateurs,
vous avez des sources de vérification, vous avez des hypothèses, et même sur certaines matrices, on peut aller jusqu'à l'identification du gestionnaire et l'identification des bénéficiaires. Alors, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Et sur cette base-là, nous avons fait un petit exercice qui a consisté à attention que je déroule. Nous avons fait un petit exercice d'application de construction, je crois, de l'arbre à problème et à solution. Alors, la matrice du cadre logique, ce que vous devez savoir, c'est un document de référence, vraiment un document de référence pour une contractualisation entre les bailleurs de fonds, maîtres d'ouvrage, et entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre et une équipe projet. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un outil de contractualisation très prisé et c'est en référence aux objectifs et aux résultats attendus que le projet sera évalué. Donc, votre intervention sera évaluée en fonction des objectifs. Si vous vous engagez sur les objectifs, et bien vous êtes dans une logique par objectif, et si vous engagez sur les résultats, et bien on passera plus tard à la gestion axée sur les résultats. Mais même quand on est dans les objectifs, quand on décline les objectifs, vous avez, eh bien, au niveau des objectifs, vous avez quelques résultats eux-mêmes qui apparaissent. Donc, sur la base des objectifs et des résultats escomptés, que l'intervention sera évaluée. Alors, la matrice du cadre logique, c'est un tableau, et ce tableau est en quelque sorte un outil de visualisation de votre stratégie. Vous voyez? Donc, quand vous dites, vous déclinez la stratégie que vous allez mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du projet, et bien, cette stratégie, elle est condensée dans la matrice du cadre logique. C'est pour ça qu'on dit que c'est un outil de visualisation de la stratégie du projet. Mais cette matrice a ceci de spécifique qu'elle elle montre un instantané du projet à une date précise. Donc, c'est temporel, mais aussi c'est fonction de la connaissance que vous avez et de l'analyse que vous pouvez faire du contexte et du problème soulevé. Donc ça, j'avais insisté là-dessus hier parce que c'est très essentiel. Ça veut dire que s'il y a un décalage entre le moment où vous concevez le projet et vous avez les financements, au moment où vous allez le mettre en œuvre, alors pour être certain de bien maîtriser encore l'environnement du projet, vous êtes obligé de refaire une actualisation du projet pour tenir compte des changements éventuels qui seraient survenus. C'est essentiel. Alors, après ça, nous avons vu que dans les étapes pour arriver à l'élaboration de la matrice du cadre logique, eh bien, il faut d'abord procéder à l'analyse des problèmes, analyse des solutions. Vous voyez? Analyse des problèmes, analyse des solutions. D'accord. Vous avez le diagramme à problème. Le diagramme à problème qu'on a expérimenté hier, il permet de définir avec précision le cadre et le sujet de l'analyse. D'analyser la situation avec les acteurs, d'analyser la situation sous forme problématique, d'identifier et de hiérarchiser les problèmes et de visualiser les relations de causalité. On a pu expérimenter ça hier. Mais c'est un outil que vous-même, vous devez pouvoir expérimenter dans le cadre d'une mission qui vous est confiée avec les bénéficiaires potentiels d'un projet. Vous allez faire une réunion, vous faites du brainstorming, où chacun va expliquer les problèmes qu'il vit, va expliquer ce qu'il pense, et puis sur la base de ce brainstorming, vous allez identifier un certain nombre d'éléments clés qui correspondent à leur perception du problème qu'ils estiment être celui qu'il faille résoudre. Et ensuite, avec eux, on va essayer de retrouver les liens entre les différents problèmes, de sorte à retrouver des relations de causalité. Quelles sont les causes et quelles sont les conséquences? Et entre les causes et les conséquences, eh bien, on va avoir le problème central. Voyez? Et si vous arrivez à identifier le problème central, ce sera plus facile pour vous de pouvoir hiérarchiser et faire ressortir les causes et les conséquences. Vous voyez? Les causes et les conséquences. Alors, donc, l'exercice que nous avons fait hier, c'est celui-là. Et on est rentré dans un contexte où, eh bien, il apparaît qu'il y a un problème qui est celui de la pénurie alimentaire.
Et face à cette pénurie alimentaire, eh bien, on se retrouve dans deux cas de figure. On a un problème de diminution des productions agricoles des collines et de diminution de la production agricole des rizières. Et ce sont les causes immédiates de la pénurie alimentaire. Vous voyez? Donc, la pénurie alimentaire s'explique aussi bien par la diminution des productions agricoles des collines que la diminution des productions agricoles des rizières. Alors, Allô? qu'est-ce qui explique? Oui, allô? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Super. Ici, on pourrait définir les rizières comme quoi? Les rizières, vous connaissez pas les plantations des rizières? Où on cultive le riz, là? Ah, bon, ok, je vois, mais je veux penser que peut-être que les rizières, c'est la production même. Comment? Je dis, bon, j'envisageais comme les rizières comme la production elle-même en riz. Oui, mais on dit que la production leur production est insuffisante. D'accord. Les plantations, là, Oui, oui. Donc, en fait, donc les rizières, c'est les plantations. la quantité du riz produit est insuffisante par rapport à ce qui est attendu, ce qui explique la pénurie alimentaire. D'accord. C'est bon? Oui, bonsoir. Ce qui vous déroute, c'est parce que de l'autre côté, on a dit production agricole des collines qui est un milieu physique, Oui, oui. et de l'autre côté, les rizières qui sont elles-mêmes une production. Une production, oui, C'est ça qui vous déroute un peu, hein? oui. Oui, oui, bonsoir, oui, c'est un peu ça. D'accord, j'ai bien perçu ça aussi. OK. Alors, donc, vous voyez que ces causes de la pénurie alimentaire elles-mêmes sont causées soit par l'érosion des terres en pente, par la destruction des récoltes. Ça, c'est le cas des collines. Et puis, vous avez au niveau des rizières, eh bien, cette diminution de la production agricole s'explique par un réseau d'irrigation non fonctionnel, par un déficit, une insuffisance d'approvisionnement en intrants et aussi par une faible capacité d'achat des présidents en période de soudure. Et je vous ai dit que la période de soudure, c'est la période qui est entre la période de vente des résultats d'une production et puis la prochaine période de mise en semence. Donc, les producteurs ont gagné l'argent, ils ont dépensé cet argent et puis maintenant, ils sont obligés d'attendre et de reprendre encore leur culture pour avoir de l'argent. Et toute cette période-là, c'est ce qu'on appelle la période de soudure. Jusqu'à la prochaine récolte, ils sont dans une période de soudure. Vous voyez? Et au moment où ils doivent reprendre les plantations, eh bien, il se trouve que s'ils n'ont pas été prévenants, eh bien, ils n'ont plus suffisamment d'argent pour pouvoir faire face à l'achat des intrants pour continuer le processus, ce qui peut expliquer, dans certains cas, une diminution de la production agricole. Vous voyez? Alors, donc, quand on établit cette hiérarchie, oui, Mais pour ça, je voulais savoir si on fait la parallèle en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur qui influence la pénurie alimentaire non, il peut y avoir concernant... plusieurs facteurs. Il peut y avoir plusieurs facteurs. Ici, l'idée n'était pas d'identifier de façon exhaustive tous les facteurs, mais de vous montrer comment on établit un lien pour pouvoir construire l'arbre à problème. Donc, une fois que vous savez construire l'arbre à problème, vous pouvez dans le cas d'une situation, vous pouvez l'alimenter avec tous les éléments contextuels qui peuvent expliquer le problème. Ok, Vous avez compris? oui, Voilà. Donc, ici, on va garder la méthodologie. Et quand vous maîtrisez la méthodologie, alors quand vous arrivez dans un contexte, effectivement, ce que vous dites, il faut analyser la situation en profondeur pour identifier tous les problèmes susceptibles d'expliquer le problème auquel on est confronté. Donc, ça veut dire que vous allez faire du brainstorming avec un certain nombre de personnes. C'est pourquoi on dit on fait des focus group. Mais également, on peut faire des entretiens individualisés. On peut faire des observations. Et toutes ces méthodes-là doivent permettre de pouvoir saisir le problème de façon exhaustive pour faire en sorte que la stratégie soit la meilleure. C'est bon? OK. Alors, donc, voilà. Donc, vous avez les causes de la diminution des productions agricoles et ensuite, la conséquence de la diminution des productions agricoles, c'est la pénurie alimentaire. Donc, voilà l'arbre à problème. C'est
la matérialisation de l'analyse des problèmes. C'est la cartographie de l'analyse des problèmes. C'est arbre à problème. Alors, de l'arbre à problème, on va construire ce qu'on appelle l'arbre à solution. Vous voyez? On va construire l'arbre à solution. Et cet arbre à solution, lui, permet de décrire la situation future. En tout cas, celle qui prévaudra une fois que le problème sera résolu. Donc, l'arbre à solution consiste à décrire la situation future, celle qui prévaudra une fois que le problème sera résolu. L'arbre à solution permet également d'identifier et de hiérarchiser les objectifs, car vous n'ignorez pas que les solutions constituent les objectifs que l'on souhaite atteindre. Vous voyez? Donc, l'arbre à problème permet également de visualiser les relations entre les moyens et la fin, c'est-à-dire les objectifs, les résultats. Donc, la relation entre les moyens et la fin. Parce que justement, le premier palier, en tout cas le palier le plus bas, est celui des moyens. Vous voyez? Et on part des moyens jusqu'à la fin. Et étape par étape, on va arriver à ce qu'on appelle le but. Donc, l'arbre à problème également permet de, l'arbre à solution, excusez-moi, l'arbre à solution permet également de choisir la stratégie à adopter pour l'intervention. Alors, l'exercice que nous avons fait ensuite a consisté à transformer l'arbre à problème en un arbre à solution et ça nous a donné ceci. Donc, tout à l'heure, on a parlé de pénurie et en nourriture et la situation contraire qui marque l'amélioration, c'est la disponibilité accrue en nourriture. Oui? Tout à l'heure, on a parlé de déficit, on a parlé de diminution de production agricole et la situation future, la situation d'amélioration, c'est l'amélioration de la production agricole. Dans le cadre de l'amélioration de la production agricole des collines, eh bien, elle pourrait intervenir si, eh bien, on se donne des moyens, à savoir stopper ou réduire l'érosion des terres et protéger les récoltes, mettre des récoltes sous enclos pour les protéger de la divagation des animaux qui est une cause de la destruction de certaines récoltes. Donc, vous voyez bien que quand on construit, eh bien, on voit aussi bien tout ce qu'on a dit. Les relations de cause à effet peuvent permettre d'identifier ce qui est un moyen, ce qui est un résultat, ce qui est un objectif spécifique, voire ce qui peut apparaître comme étant un objectif général. Et quand on regarde la stratégie de la production des collines, eh bien, elle est différente de la stratégie de la production des rivières. Elle est différente. Elle est différente parce qu'elle prend en considération les situations spécifiques à ces régions-là. On voit bien qu'au niveau de la région des collines, eh bien, le problème qui se pose, on a bien vu que c'était l'érosion des terres en pente, et l'autre, c'était, eh bien, la destruction des productions. Et ces deux problèmes étaient responsables de la diminution de la production agricole, avec pour conséquence, eh bien, une pénurie alimentaire. Or, quand on regarde au niveau de la région des rizières, eh bien, il n'y a pas de problème d'érosion des terres, puisqu'on n'est pas en situation de pente. C'est dans des bas-fonds qu'on fait les riz. Alors, dans ces conditions-là, eh bien, quand on regarde la situation, les problèmes à l'origine de la baisse de la production, c'est plutôt un problème d'irrigation. Quand il y a un déficit d'eau naturelle, il faut apporter de l'eau artificielle pour satisfaire les besoins en eau de la plante. C'est également un problème de
de renforcement de la capacité physico-chimique des sols avec l'utilisation d'intrants pour accroître la production. Oui, allô? Oui, professeur, il y a un gros paradoxe hein, en termes de milieu de production du riz. Hein. Moi, je suis au nord actuellement, mais les gens produisent sur les collines, sur les terres, en forêt. Donc, je ne sais pas, mais ça produit quand même. Oui, il y a pas, c'est pas le problème n'est pas un problème si c'est un problème de géographique, mais ici, encore, ce à quoi je vous invite, on n'est pas dans un, comment on va dire ça, on n'est pas dans un cours en termes de connaissances scientifiques sur les processus comment on va dire ça, de connaissance de la géographie, des sols, des pratiques, etc., etc. L'objectif ici, il faut le prendre comme si il s'agit de s'approprier une méthodologie d'analyse. Vous comprenez? Oui, professeur. Et dans le cas de figure que je vous présente, le problème n'est pas un problème de production en forêt, le problème n'est pas un problème de production de riz sur colline, etc. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, dans le cas d'espèces, puisque c'est un cas qui a été choisi spécifiquement pour pouvoir comprendre un processus, il s'agit d'un problème sur la disponibilité en eau causée par un réseau d'irrigation défaillant. Il s'agit d'un problème d'intrants pour renforcer la capacité des sols. Et puis, il s'agit d'un problème de financement de l'activité agricole. Donc, ce sont ceux-là qui ont été identifiés comme étant des problèmes dans la région qui est pris comme cas d'analyse. Et les solutions à ces problèmes ont pour nom la réhabilitation du réseau d'irrigation, l'approvisionnement des plantations en intrants et la question du financement. Donc, grâce à ces moyens, alors on pourra, puisque c'est un projet, grâce à ces moyens, on pourra améliorer la production agricole des rizières. Donc, quand vous regardez l'architecture présente, on voit bien que l'arborescence et l'absence de lien entre certains éléments permet de délimiter ce que pourrait constituer la stratégie. Vous voyez? Et donc, du coup, ici, dans le cas d'espèce, on voit apparaître deux stratégies. Une stratégie dite de production des collines et une stratégie dite de production des rizières. Ces deux stratégies ne sont pas identiques. Et pourtant, elles visent quoi? Elles visent à l'amélioration des productions agricoles. Alors, pourquoi elles sont différentes alors qu'elles ont le même but? Tout simplement parce qu'elles sont appliquées sur des milieux géographiques différents, dans des contextes différents. Et dans une stratégie, il faut prendre en compte la situation réelle des populations et du milieu sur lequel on prétend dérouler une intervention. Est-ce que je me suis fait comprendre à ce niveau-là? Très bien. Alors, donc, à ce stade-là, vous devez être capable d'élaborer l'arbre à problème, l'arbre à solution, pour en faire une analyse des problèmes et des solutions. Donc, des objectifs. De deux, à partir de ces arbres, vous devez être capable d'identifier les stratégies. Oui ou non? Ah, vous ne parlez plus? Si, pour dire, pas pour Parce que c'est sur ces compétences-là que je vais vous évaluer. Hein. C'est un cours qui est sur compétences. C'est comment on va dire ça? C'est par compétence. C'est formation par compétence. Vous êtes prêts ou bien ça demande encore à être travaillé? Ça demande d'être travaillé, professeur. Non, ne soyez pas pessimiste. Moi, je pense que vous êtes prêts. Il ne faut pas avoir peur de l'évaluation. Hein.
L'évaluation fait partie du processus d'appréciation de la performance. On ne va pas revenir là-dessus. On a vu toutes ces étapes. On a dit quoi? On est venu, on a dit qu'il faut commencer par construire, il faut commencer par l'analyse des problèmes et des solutions. Donc, pour faire l'analyse des problèmes et des solutions, eh bien, il faut dessiner des diagrammes. Un diagramme à problème, c'est celui-là. Et ensuite, on va dégager un diagramme à solution. Et comment est-ce qu'on passe de l'identification et de l'analyse des problèmes à celui des solutions? C'est qu'on va décrire la situation future. Donc, quand on regarde le problème, on doit décrire la situation future qui prévaudra une fois le problème résolu. Donc, le problème, c'est la pénurie alimentaire. Une fois qu'on va résoudre le problème de la pénurie alimentaire, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une disponibilité de nourriture accrue, ce que nous on appelle une abondance de nourriture. Alors, quand on dit que le problème, c'est la diminution de la production agricole au niveau des collines, quelle est la situation future qui prévaudra une fois qu'on a réglé ce problème de diminution? Ce sera l'amélioration. Donc, vous voyez qu'en pensant à cela, on peut passer de la phase de problème à la phase de solution. Ensuite, eh bien, le diagramme des solutions permet d'identifier et de hiérarchiser les objectifs. Donc, vous avez plusieurs niveaux d'objectifs. Vous avez un premier niveau qui consiste à rendre disponible la nourriture de façon accrue. Vous avez un deuxième niveau d'objectif, il s'agit d'améliorer les productions agricoles des collines, d'améliorer la production agricole des rizières. Vous voyez? Et puis après, on peut descendre encore où il s'agit de freiner l'érosion des terres et de protéger les récoltes. Donc, ça, c'est une hiérarchie. Quand on hiérarchise les objectifs, eh bien, ça permet de dégager ce qui constitue des moyens, ce qui constitue des résultats et ce qui constitue des objectifs de projet ou des objectifs spécifiques et ou encore d'aller identifier l'objectif qui est le but, à savoir l'objectif global. Vous voyez? Donc, effectivement, ce tableau permet de faire cette lecture. Ensuite, il permet de visualiser les relations entre les moyens et les fins. C'est-à-dire, fin est mis pour finalité. Alors, donc, on revient. Si, en termes de moyens, alors, l'érosion, la réduction de l'érosion des terres, donc l'utilisation des moyens pour réduire l'érosion, la protection des récoltes, eh bien, va permettre d'améliorer la production des cultures. Et si on améliore la production des cultures, alors on pourra accroître la disponibilité de nourriture accrue. Donc, on voit bien ce lien, ces relations de causalité entre les moyens et les fins. Si on fait ça, alors on va avoir ceci. Vous voyez? Et puis, dernier élément, eh bien, une fois qu'on a bien élaboré le schéma des solutions, l'analyse des l'arbre à solutions, eh bien, il va se dégager des stratégies, plusieurs stratégies, et on peut choisir une. Oui. Donc ici, en réalité, on voit qu'il y a deux stratégies qui apparaissent. Une stratégie dite de production des collines et une stratégie dite de production des rivières. Donc, dans le cadre de la soumission d'un projet à un bailleur de fonds, vous pouvez dire que vous, votre projet va consister à accroître la disponibilité des ressources et pour ce faire, vous proposez un projet qui va consister à améliorer la production agricole des collines. Donc, votre stratégie, c'est la production des collines. Et puis, c'est tout. Ou vous pouvez dire que, eh bien, vous allez adresser, vous allez mettre deux stratégies parce que vous avez pour ambition non seulement de régler le problème de la région des collines, mais également de régler le problème qui se pose au niveau des rizières. Vous voyez, on n'est pas obligé de mettre... donc ça constitue deux projets. Donc, vous allez mettre deux projets. Vous voyez? Donc, il peut y avoir plusieurs projets. Mais vous, c'est à vous de choisir, eh bien, ce que vous voulez
faire. Et puis, ou bien il peut y avoir un seul projet, mais c'est à vous de voir quelle stratégie, eh bien, vous voulez mettre en œuvre pour régler ce projet. Donc, à titre personnel, moi, je pense que vous avez compris. Ce qui vous reste, tout simplement, c'est peut-être de faire des exercices d'application pour renforcer votre compréhension de l'utilisation des outils afin de dégager des objectifs, de dégager des moyens et d'identifier des stratégies. Maintenant, les exercices, si l'opportunité nous est donnée d'en faire ensemble, on fera des exercices encadrés, mais sans moi aussi, vous devez prendre l'initiative de mener un certain nombre d'exercices. Alors, sur ce, on va avancer. Alors, donc, pour récapituler, on voit très bien que à travers les exercices que nous avons faits, eh bien, on voit transparaître la logique d'intervention. La logique d'intervention. Et dans cette logique d'intervention, alors, on passe de l'objectif global jusqu'aux activités. Au niveau de la hiérarchie, vous avez l'objectif global. Ensuite, vous avez des objectifs spécifiques. Et ensuite, vous avez des résultats. Et pour chaque résultat, eh bien, vous avez des activités menées ou des activités à mener. Donc, voilà la logique d'intervention. Et pour bien tester et bien identifier qu'il y a une logique entre les différents niveaux, alors, vous avez un outil que vous pouvez utiliser et que je vous ai appris la dernière fois, c'est ce qu'on appelle le si alors. Si alors. Si je mène telle activité, je vais obtenir tel résultat. Et si j'ai ce résultat, alors mon objectif pourra être réalisé. Et si mon objectif est réalisé, alors je pourrais tendre vers un objectif qui est beaucoup plus global. Si alors, si alors, si alors. Donc, si vous utilisez si alors, vous allez voir s'il y a une logique dans les interventions, dans l'intervention que vous proposez. Sinon, s'il manque quelque chose, alors vous allez compléter l'étape manquante. Donc, ce qui vous est demandé, quand on vous demande de remplir la matrice du cadre logique, c'est en réalité d'identifier les activités que vous allez mener. Quels sont les résultats que vous souhaitez atteindre, c'est-à-dire les résultats palpables. Quand on a mené une activité, eh bien, quels sont les résultats palpables qu'on s'attend à avoir? Et puis, ces résultats-là, également, vont permettre d'atteindre quel objectif? Ce graphe, également, vous permet de voir que pour un objectif spécifique ou pour un projet, on peut s'attendre à avoir plusieurs résultats. Donc, plusieurs résultats peuvent concourir à l'atteinte d'un objectif spécifique. Et pour obtenir ou pour atteindre un résultat, on peut être amené à mener plusieurs activités. Donc, la matrice du cadre logique, le diagnostic de la situation permet de définir les principales causes au problème central à résoudre. Donc, l'analyse de la solution, l'analyse des problèmes tels qu'on vous a proposé participe du diagnostic de la situation et de l'identification des problèmes à résoudre. Et celle des solutions permet d'aboutir à l'élaboration
d'une stratégie, c'est-à-dire au choix de la solution que l'on juge la plus pertinente et réalisable au regard des atouts et des contraintes offerts par le contexte et, bien entendu, des moyens disponibles. Donc, je répète, le diagnostic de la situation permet de définir les principales causes au problème central. Et l'élément de diagnostic qu'on met à votre disposition dans le cadre du cadre logique, eh bien, c'est l'arbre à problème. L'analyse des solutions possibles aboutit à l'élaboration d'une stratégie. Une fois qu'on a des problèmes, eh bien, on regarde la situation d'amélioration, on passe au graphe des solutions et sur la base du graphe des solutions, on peut, sur la base de l'arborescence, en regardant l'arborescence, eh bien, on peut détacher, identifier une stratégie. Et cette stratégie-là, oui? Vous venez de dire que le diagnostic aussi l'arbre à problème. Je ne vous entends pas bien. Vous venez de dire que le diagnostic, c'est l'arbre à problème, en fait. Je dis que pour faire le diagnostic, vous avez un outil qui est l'arbre à problème. D'accord. Dans le cadre de l'analyse, dans le cadre de la matrice du cadre logique. D'accord. Maintenant, je voulais savoir si le diagnostic ne va pas aussi jusqu'à l'arbre à solution aussi. Donc, quand on arrive à la solution, d'abord, il s'agit d'identifier les problèmes et puis de hiérarchiser les problèmes. C'est ça d'abord. Oui. Et ça, on a plusieurs outils de diagnostic. Il y a l'arbre à problème qu'on va construire sur la base de ce qu'on a dit, c'est-à-dire d'un état des lieux, d'une analyse des besoins auprès des populations. On va pouvoir construire un arbre à problème. On peut également, il y a d'autres outils de diagnostic qui sont à notre disposition. C'est ce qu'on appelle l'analyse SWOT. L'analyse SWOT. L'analyse SWOT aussi est un outil de diagnostic qui permet d'identifier les forces et les faiblesses d'une organisation, mais aussi l'environnement de cette organisation, c'est-à-dire la situation externe en termes d'opportunités et de menaces. Ça aussi, c'est un outil de diagnostic qui est à notre disposition. L'arbre à problème aussi est un outil de diagnostic qui est à notre disposition. Donc, on doit s'approprier ces outils-là. On doit s'exercer à pouvoir utiliser efficacement ces outils. Et quand on a fini les diagnostics, c'est maintenant qu'on cherche à avoir des solutions. Et c'est à ce moment-là que l'arbre à solution, l'analyse de l'arbre de solution, eh bien, va nous permettre de décrire la situation d'amélioration. Donc, une fois qu'on a les problèmes et une fois qu'on a les solutions, eh bien, on regarde quelle est l'intervention ou quel est le cheminement qu'on va prendre pour passer des problèmes aux solutions. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'élaboration de la stratégie. L'élaboration de la stratégie. Et on voit bien que pour pouvoir élaborer une stratégie, on peut s'appuyer fondamentalement sur l'arbre à solution. L'arbre à solution permet de déterminer la stratégie. Pas la stratégie, permet de déterminer une stratégie. En tout cas, celle qu'on pense la plus pertinente et réalisable au regard des atouts et des contraintes qui s'offrent à nous et des moyens que l'on a à sa disposition. D'autres questions? Oui, pour le monde, j'ai aussi une autre doléance au fait. Voilà.
Oui, professeur, j'aimerais savoir tout ce que, tout le coup qu'on fait là, j'aimerais savoir si vous n'avez pas peut-être un ancien projet sur lequel vous avez travaillé, peut-être qui a longtemps ou pas longtemps. Mais on va faire ce que j'ai donné à vos collègues l'année dernière. Hein, et je n'ai pas D'accord. eu de bonne réponse. On va le faire ensemble. Ok. Ok. Là, on va le faire tout à l'heure. J'espère qu'on va pouvoir le faire tout à l'heure. Si on ne peut pas, on va le faire après. D'accord, professeur. Ça vous va? Oui, ça va. OK, on continue. La matrice du cadre logique permet de visualiser verticalement les liens de causalité entre des objectifs à atteindre à long terme et des activités opérationnelles à mener. Horizontalement, elle donne les éléments permettant de mesurer l'atteinte des objectifs et les facteurs d'influence de l'environnement, c'est-à-dire les hypothèses. Donc voilà les deux logiques d'intervention, la logique verticale et la logique horizontale. Ces deux logiques complémentaires. De façon verticale, eh bien, on va décrire les liens de causalité entre des activités opérationnelles qu'on va mener jusqu'à l'atteinte de l'objectif final. Et de façon horizontale, eh bien, on met en œuvre un processus de suivi et évaluation. Suivi et évaluation. On va récolter, au moment où on mène des activités, suffisamment d'informations pour mesurer l'atteinte des objectifs. Et ça se fait à travers des indicateurs. Ce sont les indicateurs qui vont permettre de vérifier si, avec les activités qu'on a menées, on va atteindre ou on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Et puis, on va prendre en considération également le contexte environnemental, à savoir les hypothèses. Donc, les problèmes qui pourraient étrangers au projet, mais qui pourraient contraindre sa mise en œuvre. Alors, donc, la matrice de cadre logique permet de répondre aux questions suivantes. D'abord, pourquoi? Pourquoi? Quand vous posez la question pourquoi le projet est entrepris ou bien pourquoi vous voulez entreprendre un projet, eh bien, la réponse que vous allez avoir correspond à l'objectif global. C'est-à-dire, c'est le but. Vous dites que je vais faire une analyse diachronique par télédétection de l'occupation des sols de la région du Bas-Sassandra. Pourquoi vous voulez faire cette étude? Si vous répondez à cette question, alors vous donnez l'objectif global. Si vous posez la question quel effet on attend du projet? Quel effet j'attends de l'étude que je vais montrer? C'est-à-dire, une fois que je finis l'étude, immédiatement, à quoi dois-je m'attendre? Si vous posez cette question de cette façon, alors vous allez identifier l'objectif du projet, c'est-à-dire les effets. Quand vous dites pourquoi, eh bien, vous allez identifier l'impact ou l'objectif global, selon qu'on est dans la gestion par projet et par objectif ou on est dans la gestion axée sur les résultats. Si c'est la gestion axée sur les résultats, alors c'est l'impact. Ce sont les effets. Si c'est cadre logique, alors c'est l'objectif global et c'est l'objectif du projet. Quand vous dites quel, au pluriel, quel résultat le projet se propose d'atteindre, quel résultat le projet se propose d'atteindre. Au moment où vous faites le projet, quels sont les résultats, c'est-à-dire les résultats palpables, qu'ils soient matériels ou immatériels, que vous allez obtenir. Eh bien, si vous posez cette question, alors vous allez pouvoir identifier les différents résultats, c'est-à-dire les extrants
Mais si vous vous posez la question de savoir comment le projet compte atteindre ces résultats, alors vous allez poser le problème des moyens, vous allez poser le problème des activités que vous devrez entreprendre pour avoir les résultats que vous avez identifiés. Donc, comment faire appel aux moyens? Si vous vous posez la question, quels sont les facteurs externes relevant de l'importance pour la réalisation des objectifs? Oui, quels sont les facteurs externes qui pourraient compromettre la réalisation de mes objectifs? Alors, vous allez faire apparaître ce qu'on appelle des suppositions, des conditions à risque, des conditions sine qua non. Donc, ça va permettre de pouvoir identifier les hypothèses. Donc, ça va vous permettre de faire une cartographie des hypothèses. Ensuite, vous devrez vous interroger comment mesurer le degré de réalisation des objectifs. Comment mesurer le degré de réalisation des objectifs? À ce moment-là, la réponse va vous permettre d'identifier les facteurs objectivement vérifiables qui vont permettre d'attester de l'atteinte ou non des objectifs que vous vous êtes fixés. Et ensuite, quand vous dites où trouver les données requises pour évaluer le projet, alors vous allez vous donner les moyens d'identifier les sources de vérification. Quelles sont les sources de vérification? Où trouver les moyens pour vérifier la réalisation des objectifs? Où trouver les données requises pour évaluer le projet? Où trouver les données requises pour évaluer le projet? Et puis après, combien coûtera le projet? Combien coûtera le projet? Alors, vous allez dégager le coût moyen ou le cadre estimatif. Donc, ça va vous permettre de faire un budget programme, un budget. Donc, alors, cette même démarche, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir élaborer vos projets de recherche, hein, vos mémoires, etc., etc. En tout cas, si vous voulez obtenir un financement des bailleurs de fonds, c'est cela. Donc, ce petit tableau, qui est un pense-bête, vous devez vous l'approprier. Vous devez l'utiliser abusivement parce que c'est celui-là qui va vous aider à pouvoir rédiger la matrice de cadre logique. Ça peut vous donner les moyens d'avoir une matrice de cadre logique cohérente et la plus appropriée possible. Des questions? Aucune enseignement pour ça. Bien. Alors, donc voilà un peu comment elle se présente finalement cette matrice. Je vous ai dit que c'était un tableau. C'était un tableau. Ce que j'ai marqué en rouge, c'est pour essayer d'établir une correspondance entre la matrice quand on utilise la méthode de gestion axée sur les résultats. On parle alors d'impact, d'effet, d'extra et d'activité. Et quand on utilise la méthode du cadre logique, alors on parle d'objectif global, d'objectif spécifique, de résultats attendus et d'activité. Donc, on voit bien que c'est une question, après tout, de sémantique. Sinon, c'est le même tableau, c'est la même matrice. Alors, donc, vous avez la logique d'intervention. Eh bien, vous identifiez l'objectif global ou les objectifs globaux, l'objectif spécifique ou les objectifs spécifiques, les résultats attendus, les actions. Et pour chacun, vous devez pouvoir identifier des indicateurs
objectivement vérifiables. Et ce sont ceux-là qui sont considérés comme étant des indicateurs de performance. Des indicateurs qui doivent permettre de mesurer votre performance. Donc, indicateur de performance au niveau des objectifs globaux, au niveau des objectifs spécifiques, au niveau des résultats attendus, mais au niveau des activités, on doit pouvoir identifier quels sont les moyens qu'il nous faut pour mener telle ou telle activité. Après, vous avez la colonne des sources et moyens de vérification. Et puis enfin, vous avez celle des hypothèses et des risques. Les hypothèses et des risques. Donc, en gros, c'est ce tableau-là qui est votre outil de travail. C'est ce tableau-là que vous devez vous donner les moyens de renseigner. En tout cas, c'est l'aboutissement de votre travail. L'aboutissement de votre travail doit être ce tableau-là rempli. Là, j'ai un exemple de tableau. Je ne sais pas si vous voyez très bien. J'espère. Non? Pas trop bien pour ça. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est un exemple de tableau renseigné. Et là, sincèrement, je ne sais pas. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, mais... Vous agrandissez un peu la page, par là. On va peut-être faire ça en plusieurs... C'est mieux? Oui, on arrive à voir un peu. C'est assez pessimiste. On va essayer de faire encore. Sinon, vous pouvez agrandir le zoom en bas, ça va aller mieux. Voilà. C'est mieux? C'est mieux. Alors, regardez un exemple. Par exemple, dans la province du nord de Bongo, l'objectif global, qui peut lire ça? Objectif global. Situation alimentaire améliorée. Objectif spécifique. Continue. Objectif spécifique. Production de rizières améliorée. Résultat. Système d'irrigation remis en état. Indicateur objectivement vérifiable. À partir de 1997, 300 kg de riz ou 600 kg de manioc consommé par province et par année. Dans la province nord, au même prix, indexé qu'en index 1992. Production de riz par exploitation paysanne par hectare augmenté. À partir de 1995, tous les champs sont suffisamment irrigués. Ça, c'était au niveau des indicateurs objectivement vérifiables. Au niveau des sources de vérification, rapport d'enquête, ministre de l'Agriculture en 1998,
rapport de projet en 97, rapport enquête paysan 93, rapport d'observation des villages, équipe de projet. Au niveau des hypothèses, production agricole des collines améliorées. Plus de 50% de la production de riz est auto-consommée. Pas de sabotage du système d'irrigation. L'entretien du système d'irrigation assuré par des organisations. Ouais, c'est un peu ça. Allez-y un peu en bas pour ça. Professeur? Excusez-moi, là j'ai une réunion qui commence à 17h. Là. On a eu trop de problèmes techniques pour commencer celle-là. Donc, vous avez vu que voilà un exemple pour enseigner le tableau. Vous avez l'objectif global, vous avez l'indicateur, la source de vérification. Il y en a pour lesquels il y a des hypothèses. Vous avez vu comment se proposent les trucs. Donc, c'est tout ça chose. Donc, ce qui va se passer, pour qu'on aille sur du concret, je vais vous envoyer chacun dans votre boîte mail cette présentation PowerPoint. Vous allez vous approprier. Oui, je vais vous envoyer également un exercice que vous allez essayer de faire vous approprier. Et puis, vous allez me répondre par mail pour me dire quel jour vous avez trouvé pour qu'on puisse faire une connexion virtuelle. Je suis à votre disposition virtuelle pour qu'on puisse ensemble corriger cet exercice que vous allez essayer de faire vous-même. Et puis ensuite, on passera à autre chose. D'accord? D'accord, professeur. OK. Non, professeur, on va pour la semaine prochaine avec vous. On regardera quel jour la première fois on peut faire ça, mais le plus important, c'est que vous appropriez le reste du cours, que vous essayez de faire l'exercice vous-même. Et quand vous êtes prêts, on négocie pour voir quel jour nous tous, on peut se connecter et puis on fait ça. OK, professeur. D'accord. Ça marche. Je suis obligé de vous couper, j'ai une autre réunion. Allez, ciao. D'accord. Pour faire recording. Le cours est fini comme ça? Oui, les gars. Eh bon, oui, allô? Donc, tu as remplacé le professeur, vous continuez. Tu as raison. D'accord, donc les gars, on a mardi. Non, on n'est pas mardi, on a lundi. Non, il a dit
il a dit qu'il va nous transmettre, comment on appelle, l'exercice. Oui. D'abord, on va prendre connaissance. Voilà, là, prochainement, on essaie de caler un rendez-vous avec lui pour qu'il puisse corriger. Mais c'est pas ce qu'il a dit. C'est oui. Je suis là. Oui, ça va, ça va. Je vois. Ça fait longtemps. Mais Ligue, tu as mon numéro, tu peux m'appeler, non? Ah, donc tu m'as reconnu alors. Comment? Tu as reconnu la voix. Appelle-moi. Ouais, un peu, on peut les avoir. Il est en Ligue. Il est en ligne. Bonsoir, monsieur Yo. Bonsoir, monsieur Yo. Bonsoir, comment on va? Ouais, qu'est-ce que ça? On vous a pas entendu aujourd'hui, hein? Mais c'est ton procès, lui, l'envoie. Tu sais que j'entends la réussir, non? Oui, bon, je vais essayer de couper. Kokora dit quoi là-bas?